Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je trouvais ça extrêmement important de prendre la parole aujourd'hui, ou du moins dans d'autres journées de débat sur le projet de loi C-14. Comme vous le savez probablement, je suis une professionnelle de la santé. Je travaille d'ailleurs encore quelques fois par mois à l'hôpital, majoritairement aux soins intensifs, à l'urgence. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'important. Les soins en lien avec la fin de vie sont un élément important. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais appuyé une motion qui a été présentée sous l'ancien Parlement de mon collègue de Timmins James Bay, portant sur une stratégie nationale sur les soins palliatifs. Donc, pour commencer mon discours, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment me rapporter au jugement de la Cour suprême pour souligner trois points que je trouve particulièrement intéressants pour la discussion. On dit la prohibition de l'aide médicale à mourir prive certaines personnes de leur vie car elle a pour effet de forcer certaines personnes à s'enlever prématurément la vie par crainte d'être incapables de le faire lorsque leur souffrance deviendrait insupportable. En leur laissant subir un autre point, en leur laissant subir des souffrances intolérables, elle empiète sur la sécurité de la personne. Donc, ce que je trouve important ici de souligner, c'est que le jugement de la Cour suprême vient souligner l'obligation pour l'État d'agir sur la souffrance que les gens peuvent représenter. Est-ce que je pense que c'est important de comprendre aussi la distinction entre la souffrance et la douleur. La douleur est beaucoup plus la réaction physiologique à un stress, donc une blessure par exemple, tandis que la souffrance, elle, se rapporte au vécu émotif. Donc, si on prend par exemple un événement très douloureux, comme un accouchement, comme il est associé à un vécu émotif positif, la naissance d'un enfant, un accouchement n'occasionne pas nécessairement de souffrance, mais occasionne un lot de douleurs importantes. Maintenant, lorsqu'on peut aussi avoir, somme toute, une blessure assez minime, mais à cause du vécu émotif qui y est relié, ça peut être extrêmement souffrant pour une personne. Donc, je pense que c'est important de faire la distinction entre les deux. Parce que lorsqu'on parle de la douleur comme telle, au niveau thérapeutique, maintenant, on est rendu qu'on a d'excellents moyens de soulager cette douleur-là. On a, les opiacés qui sont utilisés pendant longtemps, mais maintenant aussi, on a des pompes analgésiques contrôlées par les patients. On peut même offrir la sédation palliative continue, qui se trouve à être un peu une sédation qu'on donne similaire à ce que les patients vont avoir aux soins intensifs lorsqu'ils sont intubés, pour être sûr qu'ils ne ressentent aucune douleur. Donc, il y a vraiment plusieurs méthodes qui sont extrêmement efficaces pour soulager la douleur, en plus des méthodes non pharmacologiques. Donc, on a vraiment une bonne panoplie de traitements qu'on peut offrir à des patients qui vivent des expériences de douleur. Maintenant, lorsqu'on prend spécifiquement la souffrance, qui est vraiment reliée à un vécu émotif, par exemple, justement, la fin de vie ou le diagnostic de fin de vie, je pense que c'est possible de soulager cette souffrance-là autrement que en offrant l'aide médicale à mourir. Et pour le faire, dans ce cas-ci, c'est vraiment les soins palliatifs. D'ailleurs, le projet de loi s'adresse à une clientèle adulte qui est atteinte d'une maladie, d'une affection, d'un handicap grave incurable, dont sa situation caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, et aussi sa mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible. Donc, ici, on comprend bien qu'on parle de gens en fin de vie, donc la clientèle visée par les soins palliatifs. Et les soins palliatifs ont justement pour but de traiter la souffrance du patient et
aussi de la famille. Lorsqu'on parle de soins palliatifs, bien, on veut s'assurer de bien entourer les gens, de l'aider à travers son processus de deuil, de l'aider à travers les épreuves que la maladie apporte. On veut faire en sorte aussi qu'il n'y ait plus de douleur, mais on va aussi accompagner la famille. Donc, lorsqu'on parle de soins palliatifs optimaux, on ne soigne pas juste le patient, on soigne l'entièreté de la famille pour faire en sorte que l'expérience de la mort se vive de la manière la plus douce qui soit. Je crois que d'offrir l'aide médicale à mourir en premier, alors que nos soins palliatifs ne sont pas optimaux au pays, je pense qu'on fonctionne un peu à l'envers. Lorsque les unités de soins palliatifs, les maisons de soins palliatifs sont sous-financées, doivent courir après des dons après chaque année, je crois pas qu'on est dans des soins palliatifs optimaux. La plupart des maisons de soins palliatifs sont obligées de prendre les patients seulement lorsque la mort est prévisible en deçà de 3 mois, alors que le processus de maladie est souvent beaucoup plus long. Et les gens ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement. Il y a aussi dans beaucoup de régions rurales où est-ce que les soins palliatifs sont des lits réservés au travers des unités de médecine-chirurgie, par exemple. Ce qui fait en sorte que les infirmières qui s'occupent des patients de soins palliatifs ont aussi 7-8 autres patients à s'occuper. Donc, on ne peut pas fournir la réponse rapide, on ne peut pas prendre le temps pour la famille comme on le voudrait. On ne vit pas l'expérience de la mort dans le contexte où est-ce qu'on voudrait peut-être le vivre. Pour les gens qui n'ont pas les ressources ou qui ne souhaitent pas vivre leur mort à la maison, souvent, malheureusement, l'hôpital est la seule autre ressource si les lits de soins palliatifs ne sont pas disponibles. Et cette expérience-là n'est pas nécessairement celle qui est la plus facile et qui peut amener justement des souffrances parce que les patients n'ont pas tout le support qu'ils devraient logiquement mériter. On a fait beaucoup dans les dernières années pour sortir certains phénomènes naturels des hôpitaux. Entre autres, on a mis sur pied, par exemple, des maisons de naissance en se disant que des grossesses ou des accouchements non compliqués médicalement, peut-être que ça serait intéressant qu'on les vive un peu plus naturellement dans un cadre autre que l'hôpital. Et on a fait la même chose aussi avec la mort, qui est un processus naturel, et on a choisi de sortir un peu ce phénomène-là des hôpitaux pour faire en sorte que cette expérience-là se vive beaucoup plus positivement dans un cadre qui n'est pas celui du cadre médical de l'hôpital. Les maisons de soins palliatifs essaient de faire en sorte qu'on élimine la trace des hôpitaux. Oui, on a des lits d'hôpitaux, mais on essaie de mettre des couvertures qui appartiennent aux patients, on essaie d'avoir des grandes fenêtres, on essaie de faire en sorte que qu'on oublie, si on peut dire, qu'on est ailleurs qu'à la maison. Mais malheureusement, malgré tous les efforts des maisons de soins palliatifs, elles n'ont pas les fonds. Souvent, ils ont, par exemple, la maison du Bouleau-Blanc dans ma circonscription a 4 lits, mais seulement 2 sont subventionnés. Donc, ils doivent courir après les dons pour réussir à avoir les 2 autres lits. Ils ont leur pièce idéale avec des grandes fenêtres, la douche, une grande pièce, mais c'est la seule chambre qu'ils ont pu jusqu'à maintenant faire de manière idéale selon leur conception de ce que devrait être une chambre de soins palliatifs. Ils ne peuvent pas se permettre de payer des infirmières. Donc, le personnel qui travaille là-bas, ce sont des infirmières auxiliaires qui sont extrêmement dévouées, mais il reste qu'elles ont des limitations au niveau légal et à cause de ça, on a dû adapter les protocoles au niveau des médecins qui travaillent avec cette maison de soins palliatifs pour faire en sorte qu'on est capable de s'occuper des patients de manière appropriée. Donc, il y a plein de lacunes qu'on pourrait combler et on pourrait faire en sorte qu'on évite les souffrances aux patients. Donc, si la personne qui a un diagnostic de fin de vie sait qu'elle va recevoir des soins de qualité comme elle le désire lorsqu'elle va être plus malade, bien, peut-être qu'elle ne cherchera pas à s'enlever la vie prématurément et qu'on va avoir préservé le droit à la vie. Mais tant
qu'on n'agit pas sur les soins palliatifs, selon moi, on travaille à l'envers et on ne peut pas permettre de renverser, si on peut dire, toute la conception du modèle médical qui est lié à la vie pour permettre l'aide médicale à mourir si nos soins palliatifs ne sont pas optimaux et qui ne sont pas accessibles à l'entièreté de la population, peu importe où ce qu'il demeure, même si c'est en région éloignée. Donc, je crois que je n'ai plus de temps, Monsieur le Président. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions de mes collègues. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Toronto. La députée de Toronto-Danforth. Dire merci à la députée d'Abitibi-Témiscamingue pour avoir beaucoup parlé de soins palliatifs. Comme elle le sait peut-être, je faisais partie du comité spécial mixte à l'aide médicale à mourir et on a beaucoup parlé de ça, les soins palliatifs. Mais on a aussi parlé qu'il y en a des gens pour lesquels ce n'est pas assez. Même avoir les soins palliatifs, ils veulent encore avoir avoir le droit à l'aide médicale à mourir. Alors peut-être si elle pourrait m'aider à avoir des idées pour ces gens-là qui le veulent, ils veulent l'aide médicale à mourir. Ils ne demandent pas plus pour le soin palliatif, ils veulent l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce qu'elles pensent sont les sauvegardes qu'on devrait avoir pour eux pour leur donner ce droit? Alors, la députée d'Abitibi-Témiscamingue. Merci. Comme je l'ai dit dans mon discours, on a choisi d'exclure les gens qui ne sont pas en fin de vie du projet de loi C-14. Donc, il y a peut-être certains cas, oui, où est-ce qu'on voudrait l'aide médicale à mourir parce que on a, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est des traitements d'hémodialyse. Donc, les traitements d'hémodialyse, c'est assez prenant, ça demande beaucoup de temps et ça arrive qu'après 10, 15, 20 ans, on est épuisé de tout ce que ça demande et qu'on veut arrêter les traitements. N'importe quel patient a le droit de refuser un traitement. Maintenant, le fait de refuser le traitement va faire que la personne va mourir à court terme, mais si elle continue de recevoir son traitement, ça entraînera pas la mort, donc sa fin de vie n'est pas nécessairement prévisible. Donc, il risque de se retrouver de toute manière exclu du projet de loi. Donc, je pense que, oui, il y a certaines personnes qui veulent peut-être l'aide médicale à mourir, mais on est beaucoup dans le cas de personnes où est-ce que peut-être ils se retrouvent exclus du projet de loi de la manière qui a été écrit et il faudrait que ce soit corrigé. Mais je pense que la priorité doit être les soins palliatifs. Ça n'a aucun sens de permettre l'aide médicale à mourir pour moi si on n'est pas rendu à un stade où est-ce que les soins palliatifs sont vraiment optimaux. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member. Le député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de ses remarques, surtout relativement à l'importance des soins palliatifs. Je crois qu'il y a un certain accord avec ce que nous avons dit relativement à l'importance des soins palliatifs et la protection de la conscience. Les libéraux, d'une autre façon, disent que ces choses sont importantes aussi. Mais moi, je pense qu'il faut veiller à ce que ces choses figurent dans le projet de loi. Il faut assurer la protection de conscience. Oui, on tente de nous rassurer, on nous dit que c'est important, mais il faut faire figurer ces choses au projet de loi afin que les Canadiens, les députés puissent avoir la certitude que ces droits seront protégés. La députée était d'accord pour dire qu'il faut apporter des amendements dans ce projet de loi pour offrir les soins palliatifs et protéger la conscience. Le député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Effectivement, pour moi, il y a un non-sens de garantir le droit aux personnes de recevoir l'aide médicale à mourir, mais ne pas garantir le droit de recevoir des soins palliatifs optimaux de qualité. Les deux doivent être liés. Les deux options doivent être sur la table. Si la personne qui reçoit un diagnostic précaire, par exemple de cancer,
on lui offre l'aide médicale à mourir, où elle sait que c'est sur la table, mais que lorsqu'il est question de soins palliatifs, c'est pas accessible dans sa région, elle serait obligée de s'expatrier, donc de vivre son expérience de la mort loin de sa famille. Je crois pas que c'est un choix complet qu'on lui offre. Et si on veut vraiment être conséquent avec ce qu'on est en train de mettre sur la table, les deux droits doivent être garantis pour les patients qui se retrouvent en situation de fin de vie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue d'avoir parlé des soins palliatifs. C'est un des aspects importants pour moi qui n'a pas été assez soulevé ou pensé. Quand on prend ce projet de loi-là, pour moi, il y a un non-sens quand on arrive à dire qu'une personne qui a un diagnostic terminal a deux choix en avant d'elle, mais un des choix n'est pas optimal. Donc, on va lui offrir l'aide médicale à mourir, mais de l'autre côté, les soins palliatifs qu'on lui offre sont peut-être pas optimaux et sont peut-être totalement absents. Il y a beaucoup de maisons de soins palliatifs qui sont des OBSL, donc on peut aller aider directement, qui doivent collecter des milliers de dollars chaque année pour réussir à offrir les services, qui aimeraient avoir des chambres plus grandes, pouvoir accueillir plus facilement la famille. Donc, est-ce que mon collègue est d'accord avec moi qu'il y a un peu un non-sens au niveau du choix qu'on offre aux patients et qu'il y en a un de ces choix-là qui n'est pas optimal, donc la personne ne choisit pas, si on peut dire, la meilleure solution, mais la solution qui lui semble la moins pire dans les circonstances où est-ce qu'elle vit. L'honorable député de Stormont-Dundas, Glengarry Sud. D'accord avec ma collègue. Sa question est très bonne. Madam Speaker, the truth is... Madame la Présidente, le fait est, ma première épouse est morte du cancer. Je veux parler un peu de moi ici. Le cancer, ce n'est pas une belle mort. Et lorsqu'elle était mourante, le spécialiste est venu nous voir. Il a dit, nous n'allons plus traiter votre femme. Et ma femme a dit, mais je ne veux pas mourir. Et le médecin a dit, le fait est que personne ne veut jamais mourir. Et nous en avions parlé, mon épouse et moi, et j'ai dit, je pense que Carol, elle n'a pas peur de mourir. C'était un être spirituel. Elle savait ce qui l'attendait après la mort, mais elle avait peur de la douleur. Et moi, je ne voulais pas la voir souffrir. Et c'est ce que j'ai dit au médecin. Et il a pris la main de ma femme dans la sienne. Et il a dit, Carol, je vous promets, vous ne souffrirez pas. Ce n'est pas nécessaire de souffrir si le médicament est bien administré. Je vous promets, je remets à votre mari que vous ne souffrirez pas et ça l'a rassuré. Merci, Madame la Présidente. Reprise du débat. L'honorable député de Lethbridge. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, ce soir, je voudrais reconnaître la difficulté de la tâche. Le ministre de la Justice a une tâche très difficile. Il est clair que les Canadiens ont des convictions, des croyances différentes. Je précise que le ministre de la Justice a essayé de trouver un équilibre entre l'autonomie des gens, les droits et les responsabilités de la société canadienne, tout en protégeant les personnes les plus vulnérables parmi nous. On dit qu'on juge une société par la façon qu'elle traite ses membres les plus faibles, je crois.